Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Furlong du département de géographie et Frédéric Bouchard du département de philosophie. Alors, avant d'entrer dans notre discussion, j'aimerais vous entendre sur votre expertise, sur votre parcours et ce qui vous a amené à la question de l'environnement. Peut-être d'abord, Catherine. OK, donc moi, c'est, comme on vient d'écouter, Catherine Furlong, je suis au département de géographie. J'ai commencé mon parcours comme ingénieur environnemental. Et après, je souhaitais vraiment me pencher sur des questions plus sociales. Donc, j'ai fait une maîtrise en gestion environnementale et après un doctorat en géographie humaine qui vraiment pense sur la question des inégalités, surtout spatiales, face à l'environnement, qui est vu comme intégré vraiment entre l'humain et le non-humain. Donc, on ne voit pas des espaces séparés, mais des espaces politisés, inégaux, qui s'expriment sur tous les niveaux. Donc, pour des soucis de telles questions, je suis entrée en géographie humaine pour étudier notamment le cas de la gouvernance de l'eau, l'accès à des services de l'eau potable, et ensuite des questions d'énergie, de réseau, de dette, etc., dans la prestation de ces services-là. Et comment ça vient transformer le territoire en reproduisant les inégalités qu'on voit dans la société en général. Merci. Frédéric? Donc, je suis philosophe de la biologie et philosophe des sciences. Et durant mon doctorat en philosophie de la biologie, en fait, je m'intéressais surtout à la théorie de l'évolution et à comment on mesure le succès évolutionnaire. Donc, Darwin parlait de « survival of the fittest ». Et là, moi, je m'intéressais « OK, but the fittest what ?» et comment on mesure le succès évolutionnaire. Et à travers ces travaux-là, je m'intéressais à des systèmes biologiques complexes, donc au-delà d'un organisme comme un mammifère. Et très vite, je me suis intéressé aux communautés et aux écosystèmes comme entités biologiques ayant une individualité, une existence qui était analogue, si on veut, à celle d'un individu sous forme d'organisme. Et donc, très vite, ça posait des questions d'épistémologie. Donc, je ne m'intéressais pas... En fait, je me suis intéressé à l'environnement par la bande. C'est que je m'intéressais au succès évolutionnaire. L'évolution, c'est l'interaction entre l'environnement et les organismes et les individus, et comment ils sont sélectionnés, quel est le succès, on est adapté à quoi. Et en m'intéressant aux entités biologiques complexes et donc à la notion d'écosystème, je me suis intéressé finalement, OK, mais alors comment on fait la démarcation entre un individu biologique et le contexte dans lequel il évolue? Et donc ça, c'est comme philosophe de la biologie, donc de l'épistémologie de la biologie. Et quand je suis devenu, donc je suis professeur à l'Université de Montréal depuis 2005, et très rapidement, en fait, à la fois par, je dirais, conscience citoyenne, par curiosité, les enjeux d'environnement et développement durable m'ont plus interpellé. Mais ça, ce n'est pas de l'épistémologie en soi. Mais j'ai vu comment les questions épistémologiques étaient utiles à ces réflexions-là. Et là, je me suis beaucoup impliqué dans le programme facultaire d'environnement et développement durable que j'ai dirigé quelques années. Et j'ai beaucoup travaillé à construire la maîtrise en environnement et développement durable. Et une des questions récurrentes quand je parlais aux professeurs des différentes disciplines, c'était justement, c'est quoi un environnement? C'est quoi l'environnement? Parce qu'on parlait d'environnement et développement durable, d'accord, mais environnement pour un zèbre, pour un être humain, pour une communauté, pour du lichen, en fait, là, on comprend qu'il n'y a pas une définition unique
Et c'est comme ça, finalement, que je me suis beaucoup intéressé à la notion d'environnement. C'est parfait, ça m'amène justement à la question suivante. On peut peut-être commencer par Catherine. Disons, bien sûr qu'il y a plusieurs définitions de l'environnement, mais quelle serait la vôtre comme définition de travail, si j'ose dire? Définition de travail, donc, je dirais un peu en suivant la logique de la géographie qui voit vraiment une emphase sur l'espace et l'inégalité. Je suivrai une définition qui découle de l'écologie politique. Et donc, l'écologie politique, c'est une sous-discipline en géographie humaine où vraiment l'analyse de l'environnement, la problématique environnementale passe par, en premier, l'économie politique pour justement comprendre les transformations environnementales. Et donc, les transformations, l'environnement qu'on voit ne découleraient pas des mauvaises prises de décision par des individus, sinon par des structures plus au niveau de l'économie politique, des idéologies, des inégalités, etc., qui vont produire des possibilités de décision, de pratiques, etc., qui les encadrent. Et donc, d'où, si on veut comprendre cette complexité, il faut vraiment décortiquer sur plein de variables, plein d'échelles, et aussi pour faire face à ces problématiques-là. Donc, de là, les réponses, les solutions, etc., les politiques environnementales ne vont pas fonctionner sur une échelle de l'environnement ou de science de l'environnement en tant que tel, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin sur des questions au niveau de la société, de l'économie politique, etc. Mais ça nous pose à nouveau, Fred, toute la question du rapport entre sciences naturelles et sciences sociales. Et puis, quand j'écoutais Frédéric Bouchard tout à l'heure, j'avais l'impression que le travail épistémologique en philosophie portait davantage sur les sciences naturelles. Peut-être donner votre propre définition de travail et voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir est-ce que ce sont deux questions complètement distinctes ou est-ce que ce sont des questions qui vont ensemble? Bon, là, vous déciderez si vous mettez les prochaines phrases au verbatim. Mais en fait, donc, c'est la pire. J'aurais pas dû accepter de faire cette entrevue parce que cette semaine, je vais avoir 50 ans, donc je suis en pleine crise existentielle. et puis les crises existentielles, le philosophe, ça devient des crises métaphysiques. Et là, je parle de métaphysique haïtien. Donc, en philosophie, là, je vais définir la métaphysique. Là. Écoute, j'ai la difficulté à définir environnement, puis là, je vais essayer de définir métaphysique, mais qui s'intéresse, disons, à la réalité des choses indépendant de notre perception. Je vais le dire comme ça. Et pour la question de l'environnement, c'est crucial parce que, en fait, en philosophie de la biologie, et je parle de crise existentielle là, parce qu'il y a certains philosophes de la biologie qui, en fait, voient la nature comme un ensemble de processus et d'interactions entre des processus, mais où il n'y a pas d'entité distincte. Donc, même de parler d'individus ou d'organismes, là, c'est flyé, là. C'est la métaphysique en philosophie de la biologie, mais pour des philosophes, vous allez reconnaître, il n'y a rien de nouveau là, à ce type d'analyse-là, mais c'est dire il n'y a pas d'organisme indépendant, autonome, il n'y a que des réseaux de processus qui interagissent. Dans cette lecture-là, il n'y a pas d'environnement. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'environnement, il y a juste un tout qui inclut, entre autres, le biologique, qui interagit de manière qui est perçue comme des entités avec un degré d'autonomie élevé qui seraient les individus, les organismes, etc. Et le contexte dans lequel ils sont est perçu comme l'environnement dans lequel ils existent. Moi, j'ai tendance, et là j'hésite parce que je suis tenté par, s'il y a d'autres philosophes, là, ça mène à Whitehead, c'est là où les rêves vont mourir. N'allez pas là, OK? Mais ce que je veux dire, c'est il y a des questions métaphysiques profondes sur quels sont les vrais objets dans la nature. Moi, j'ai tendance, quand je ne suis pas en crise existentielle, à dire non, il y a des... Là, encore une fois, c'est philosophique, c'est pas en sciences naturelles, cette lecture-là n'irait pas aussi loin, mais c'est de dire non, il y a des organismes qui sont des entités réelles et autonomes avec des frontières relativement identifiables. Et c'est ce qui construit ces individus-là
c'est le contexte qui génère des pressions de sélection, des pressions de développement, des pressions écologiques qui, en quelque sorte, soutiennent ces tout-là en tant qu'individu. Et donc, dans cette lecture-là, puis là, ça m'amène à une définition de travail qui est plus proche de la biologie. C'est là où, moi, le mot de contexte est vraiment important. Donc, l'environnement, c'est le contexte qui a un effet causal significatif sur les individus biologiques. Et donc, l'environnement, par exemple, les quarks et les gluons, donc la physique des particules, ne fait pas partie de l'environnement d'un point de vue biologique parce que les interactions causales sont marginales par rapport à la réalité biologique. C'est de la vulgarisation que je fais. Je suis vraiment désolé. Mais allez-y, continuez. Et donc, l'environnement, c'est pas tout. C'est ce qui est les éléments du contexte qui sont pertinents ou qui ont un effet sur l'existence des entités biologiques. Je dis entités parce qu'encore une fois, les organismes qu'on connaît représentent en fait une grande portion, mais pas la totalité des individus biologiques. La question qu'on se pose, par exemple, est-ce qu'un écosystème est un super-organisme ou pourrait être un super-organisme? Ou est-ce qu'une colonie de fourmis, en fait, l'exemple plus parlant, c'est une colonie de fourmis, plein de biologistes diraient « Ah, OK, c'est un super-organisme. » OK? C'est quoi l'environnement d'une colonie? Est-ce que c'est le même environnement que celle d'une seule fourmi? En fait, c'est deux environnements différents parce que ce n'est pas les mêmes interactions causales et de processus qui affectent l'existence de la fourmi individuelle versus la colonie de fourmis. Et donc, l'environnement, dans ce sens-là, c'est quelque chose de contexte. C'est le contexte, c'est contextuel parce que c'est relatif à l'individu biologique. Ce qui fait en sorte que, justement, le lien entre sciences sociales et sciences naturelles, on n'a pas deux univers qui sont si distincts que ça. C'est le même type de question. Voilà. Et je dirais, si nous regardons cette salle, il y a un environnement pour les Homo sapiens que nous sommes, mais si nous étions un peu de moisissure en dessous du bureau, c'est un autre environnement. Nous ne vivons pas dans le même environnement, mais à une certaine échelle, même si nous sommes dans le même espace et même si nos environnements respectifs sont en interaction. Et donc, quand on l'approche comme ça, en fait, c'est qu'on voit qu'il faut s'intéresser aux espèces et il faut s'intéresser à leur environnement parce que l'existence de l'un et de l'autre sont reliées. Il n'y en a pas un complètement abstrait de l'autre. Mais ils existent de manière propre, en quelque sorte. Et ça, c'est à la fois, c'est la philosophie, parce que c'est la métaphysique, c'est l'épistémologie, mais c'est les sciences. Parce qu'un écologue des populations s'intéresse à certains découpages de l'environnement qui ne seront pas le même que l'environnement pour quelqu'un qui est en génétique des populations. Et ils doivent définir, même si c'est des définitions des fois qui sont difficiles, ils disent « OK, mais c'est quoi le réseau de relations puis d'interaction qui m'intéresse? » Donc ça semble purement épistémologique. Mais c'est que les scientifiques croient que ça pointe à un vrai processus dans la nature. Le philosophe, lui, a peut-être une pudeur. Il dit, c'est ce qu'on perçoit, c'est peut-être distinct de la réalité des choses, mais ça, c'est une question légitime. Catherine, justement, quand on écoute ceci, parce que la première question que je me suis posée tout à l'heure, vous parliez de géographie humaine. Alors, d'emblée, ça ne va pas nécessairement de soi. C'est-à-dire que dans la discipline, on voit ce genre de catégorie, mais on pourrait se dire, est-ce que la géographie, d'une part, n'est pas essentiellement humaine ou est-ce que là, c'est une géographie qui porte sur les traces humaines, etc. Et donc, moi, j'aimerais vous entendre sur la spécificité de votre discipline dans l'optique de ce qu'on discute. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous pensez que le travail des sciences, notamment des sciences sociales ou des sciences empiriques, pour le dire de façon un peu crue, peut avoir un impact sur la conceptualisation? Ou est-ce que on attend les concepts d'une certaine manière, puis ensuite on travaille sur les sciences, sur les sciences naturelles, par exemple? Ouais, en premier, la géographie, c'est une discipline assez large, qui comprend aussi une partie géographie physique, qui serait plus des sciences physiques, une partie de géotechnique, modélisation, etc.
Et donc, d'où la précision de géographie humaine. Mais je dirais, dans tous les cas, la vision de la nature, de l'environnement, etc., est une vision d'où l'humain en fait partie. Donc, il n'y a pas d'espace séparé, mais que l'humain fait toujours partie de cet dit environnement. Hein? Donc, on ne va pas étudier l'un sans l'autre ou chercher des espaces purs, non touchés, etc. Donc, c'est vraiment aussi une discipline de terrain. Et si on revient un peu au propos de Frédéric, la question épistémologique, etc., et donc là, ce que peut aussi apporter une vision géographique, c'est de voir comment l'épistémologie vient changer avec la politique, l'économie, les transformations en économie politique, et comment aussi ça vient changer le terrain et les environnements qui encadrent les processus dits naturels ou biophysiques dont vous parliez. Et donc, par exemple, on a vu des études justement sur la restauration des rivières, en particulier aux États-Unis. Et donc, sous une optique de la dite néolibéralisation des sciences. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite des investissements en sciences, en recherche qui sont moins chers, mais c'est plus rapide à produire des résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une transformation de l'hiérarchie des sciences qui va plus vers des cours d'une fin de semaine pour la restauration des rivières. Donc, tout le monde peut en faire un sur une fin de semaine et faire la restauration des rivières. Et les scientifiques, des biologistes, des gens qui font des sciences fondamentales, perdent leur poids dans la prise de décision sur la restauration des rivières. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de la complexité. Hein? Des complexités dans les sciences, que chaque rivière a son environnement, hein? Qui viennent modifier comment fonctionnent ces écosystèmes-là. Et donc, ça, c'est pas rentable, c'est pas vendeur. Et donc, sur la restauration des rivières, on perd la force des chercheurs fondamentaux sur la prise de décision, sur la restauration des gouvernements. Et donc, avec tous ces cours d'une fin de semaine, où on peut entraîner des gens rapidement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a plein de gens qui passent faire la restauration des rivières. Et ce qu'on dit, c'est que ça fait en sorte que les rivières tous deviennent pareils. Parce que tout le monde fait la même chose dans chaque contexte. Parce que c'est une vision d'où l'environnement est toujours pareil. Hein? Une rivière, c'est une rivière, c'est une rivière. Et donc, on manque cette vision complexe, épistémologique, qu'on vient d'entendre. Et là, on voit les réalités qui sont produites sur le terrain à travers des changements en économie politique qui viennent changer aussi l'épistémologie courante et l'hiérarchie des sciences, et qui va prendre les décisions. Et qu'est-ce qu'on va voir sur le territoire? Et ce qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, c'est des rivières qui sont pareilles, hein, avec les mêmes courbes, les mêmes longueurs, les mêmes berges, etc. Mais j'aimerais ça lire sur ça. Non, mais pour un cours de philo des sciences, ce serait super intéressant. Donc, puis c'est bidirectionnel. C'est l'autre chose, c'est que ce que tu évoques, c'est comment une pensée plus complexe nous aide à ne pas uniformiser à tort le phénomène. Mais ça, c'est pas vrai juste de, disons, sciences fondamentales versus sciences appliquées ou de sciences humaines vers sciences naturelles. Ça va dans les deux sens. Moi, mon expérience, c'est que j'ai beaucoup appris des biologistes et qui avaient des postures philosophiques qui semblaient solides, je ne vais pas dire de toute éternité, là, juste 1 ou 2 millénaires. Là. Et là, mais de la biologie, moi, ce que j'ai appris de la biologie pour penser les choses comme l'environnement, c'est que la nature avait plus d'imagination que moi. Et ça, c'est quelque chose pour un philosophe, quand on vient d'une tradition d'expérience de pensée où on se disait, ben non, l'esprit est plus libre que le phénomène. Et donc, non, mais donc, je suis d'accord. Ça va dans les deux sens. Puis c'est pour ça que ces questions-là, en fait, la bonne science, c'est pas vrai juste en environnement.
C'est juste qu'en environnement, comme c'est une science relativement jeune, il y a d'autant plus d'erreurs à éviter. On a le luxe de la jeunesse par rapport à ça, là. Mais c'est justement, c'est le brassage des perspectives nous permet d'éviter des crispations ou des réflexes méthodologiques ou théoriques qui nous amènent dans des erreurs d'uniformisation. En science, en général, il y a c'est une caricature, là, mais il y a deux attitudes. Il y a les lumpers puis il y a les splitters. Okay? Puis les lumpers, ils ont tendance à dire les choses se ressemblent. Et les splitters, c'est les choses sont différentes. Puis on voit en science, il y a les deux, je dirais, attitudes. Tu as ceux qui ont tendance à trouver des lois universelles, les choses se ressemblent. Et il y a des choses, non, il faut pas confondre ces deux choses-là. Donc, c'est deux explications différentes. Et les deux, à l'excès, en fait, sont la mort de la connaissance. Et sur les questions d'environnement en particulier, parce que c'est difficile d'identifier les objets, les acteurs et leur contexte, les biais de vouloir agglomérer ou de vouloir complètement distinguer, en fait, changent complètement la science. Parce que c'est un ensemble de relations qui sont difficiles à identifier. Ce qui est moins le cas avec un neutrino. Je ne veux pas, j'enlève rien à nos collègues en physique, c'est juste, il y a une uniformité de l'objet qui est beaucoup plus acquise, alors que dans l'environnement, c'est tout objet de discussion. Et donc, si on n'a pas ces dialogues-là, on va se retrouver très, très vite dans des uniformisations excessives. Et en plus, ce qu'on dirait en environnement, c'est que tout est en transformation. Et donc, avec l'environnement qui est en transformation, la société qui est en transformation, on voit aujourd'hui, il y a toujours des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, mais là, c'est en transformation, remise en question, etc. Et toutes ces transformations font en sorte que les processus qui nous intéressent ou intéressent à des scientifiques, soit des biologistes ou des chimistes, sont eux aussi en transformation. Et donc, sur la question, je pense aussi des lumpers et des splitters qu'on va trouver aussi en sciences sociales, genre les historiens, etc. En sciences de l'environnement, il y a toujours un besoin de classer les choses. Des processus, des phénomènes, des êtres vivants, des espèces, je ne sais pas trop quoi. Donc, on a toujours un besoin de classer. Mais avec toute classification, il y a des frontières qui sont poreuses, il y a toujours des éléments qui passent de l'un à l'autre qui ne vont pas bien, puis des choix politiques et épistémologiques à l'arrière de ces classifications qui vont eux aussi produire des conséquences sur le terrain. Donc, je pourrais donner un autre exemple sur les rivières et la façon dont on va classer les rivières, les processus riverains, qui vont mener ces choix de classification qui peuvent être bien réfléchis, mais eux aussi, ils viennent des idéologies qu'on possède. On est tous des êtres humains, des choses qu'on a déjà appris, des choses qui sont fondamentales à la science, mais peuvent être aussi remises en question, qui vont eux aussi produire des conséquences sur le terrain qui vont différer l'un de l'autre. Mais il faut classer. De toute façon, il faut classer. Et la question, alors, ou l'exigence, disons, c'est de reconnaître et de se poser des questions sur toute forme de classification. Right? Quand on va lumper ou splitter, qu'on se pose la question, pourquoi, avec quelles conséquences, avec quelle idéologie préalable et avec quelles conséquences sur le terrain. Donc, la classification des rivières, donc, comment ça a été discuté la première fois? Est-ce que c'était par des... Parce que c'était pas des géographes, est-ce que c'était des marins? Donc, est-ce que c'était pour d'autres finalités? Tout au début. Non, mais parce que j'imagine quelqu'un qui a une barge, et là, il se dit, ben là, moi, ce type de rivière-là, je vais pas là-dessus parce que je vais briser ma barge. Donc, est-ce qu'on hérite des classifications non scientifiques ou est-ce que c'est un travail qui était descriptif, scientifique en premier lieu?
en premier lieu, ça, je ne pourrais pas y répondre en premier lieu. Ce que je pourrais dire, c'est que la classification parce que dans les classifications des rivières, donc on va classer certaines fonctions, certaines morphologies comme étant pareilles ou différentes. Et de là, on va développer des programmes de restauration, de préservation, etc. Mais entre biologistes ou géographie hydrologiste, etc., on va avoir les débats là-dessus. Right? Puis on peut imaginer entre ingénieurs, hydrologues, et un géographe ou un biologiste, quelqu'un qui s'intéresse aux poissons versus aux inondations. On a des idéologies différentes parce qu'on a des fonctions différentes. Puis on va produire aussi des rivières qui sont elles aussi différentes. Mais justement, ça m'amène pour vous deux à la question du rôle des sciences dans la protection de l'environnement. Parce que classifier, c'est nécessaire, mais classifier, c'est aussi parfois scléroser, en fait. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'on protège quelque chose sans qu'on sache exactement pourquoi on protège ceci plutôt que cela. Et de l'autre côté, on a des conceptions qui, certes, ont le grand mérite, par exemple, sur le plan épistémologique, d'être cohérentes, mais qui peuvent aussi, non pas scléroser au sens de réifier, mais d'empêcher justement une certaine, disons, perméabilité du concept par rapport à l'expérience. Et là se pose la question, en fait, comment, si je devais, par exemple, vous faire travailler tous les deux sur un programme de conservation de l'environnement ou de protection de l'environnement, comment un dialogue peut être possible, en fait. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même quelque chose comme lorsqu'on dit, par exemple... Là, c'est le philosophe des collectifs qui parle, mais lorsqu'on dit que les scientifiques disent que, c'est pas non plus complètement de l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose comme un consensus scientifique. Et parfois, on s'étonne, en fait, que ce consensus existe et qu'il puisse pointer vers quelque chose comme la protection de l'environnement. Donc, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Là, en fait, ça touche un autre intérêt de recherche. Une autre crise existentielle. Non, toujours. Mais en fait, ma consolation, c'est qu'un jour, nous serons tous morts. Ça passe mieux à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, là, mon Dieu, là, vous ne verrez pas que je dis ça avec le sourire. Mais je dirais, mon autre intérêt de recherche, c'est le rôle de l'expert en société, la notion de l'expertise. Et je l'évoque parce que pour moi, on parle de conservation, et en fait, mon approche par rapport à l'expertise, c'est que l'expert éclaire la prise de décision, mais ne décide pas. Et donc, c'est aux collectivités, là, c'est plus dans une perspective démocratique, là, mais en fait, c'est que idéalement, quelqu'un, avant de prendre une décision, reçoit le meilleur éclairage possible de la situation sur laquelle il veut agir. Puis ensuite, il décide en fonction de ses valeurs, de ses priorités, de ses choix. Je l'évoque comme ça parce que pour moi, la conservation, il n'y a pas une réponse objective et indépendante de qu'est-ce qu'il faut conserver et pourquoi. Parce qu'il y a un ensemble de valeurs. Là. On peut dire, moi, je me préoccupe de est-ce que mes arrière-petits-enfants auront accès à se boiser? Versus, on dit, est-ce que dans 1 million d'années, il y aura de la vie sur Terre? Ou est-ce que on peut avoir un ensemble de régimes de valeurs qui privilégient certains objectifs, mais l'idée des sciences de la conservation, du savoir de la conservation, dans ma perspective, c'est de dire, regarde, tu as tes valeurs et tes choix. Bon, peut-être que nos résultats vont te montrer que certains ne sont pas fondés sur une réalité. Peut-être. Mais idéalement, c'est d'éclairer ta prise de décision. Donc, si ce qui te préoccupe, c'est une perception qu'on dirait en éthique environnementale anthropocentriste, c'est-à-dire l'être humain, c'est l'intérêt de l'être humain qui prime, OK, soit, alors là, il y a certaines perspectives de conservation qui sont vraiment importantes, pas pour les autres espèces, mais pour l'être humain. Si c'est une perspective qui est pas centrée sur l'être humain, mais qui est sur la vie en général, c'est d'autres perspectives de conservation. Et l'expert là-dedans, c'est pas d'adopter une approche totalement relativiste, mais c'est de dire, regarde, c'est pas moi qui va te dire quoi faire, mais je vais te dire, voici comment je comprends le fonctionnement des choses.
ce qui te permette une meilleure prise de décision. Pour les sciences d'environnement, je trouve ça vraiment important. Puis l'exemple des rivières est très intéressant. C'est pour ça que moi, maintenant, je deviens obsédé avec les rivières après cette... J'y avais pas pensé comme ça. Mais parce qu'en fait, une rivière, pour quelqu'un qui a des terres agricoles puis qui a des phénomènes d'érosion puis de contamination, c'est une chose. Pour un pêcheur, c'en est une autre. Pour quelqu'un qui fait du canot, c'en est une autre. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux barrages hydroélectriques ou à l'approvisionnement d'eau, c'en est une autre. Mais idéalement, on a assez de recherches. C'est pour ça que ça prend beaucoup de chercheurs pour un qui va peut-être comprendre le réseau de relations qui intéressent l'agriculteur pour l'aider à prendre sa décision, puis quelqu'un qui va aider le canotier. Mais ça prend beaucoup de recherches. Pas pour converger vers une réponse. Le collectif des scientifiques, pour moi, ça n'existe pas. Mais pour qu'il y ait assez de perspectives informées puis ancrées dans, je dirais, dans de la rigueur méthodologique et théorique, pour que la personne ensuite se sente outillée de prendre des décisions qui l'aident à réaliser ses objectifs. Oui, mais en même temps, on peut supposer que même si on n'a pas une conception forte de la communauté scientifique, il n'en demeure pas moins que, par exemple, lorsqu'on voit des attaques qui sont faites sur des enjeux scientifiques à l'égard de la question de l'environnement, là, on suppose en fait qu'il y a des moments où la science, en fait, avance certaines choses. Notamment, par exemple, ça peut être par l'intermédiaire d'un cas particulier, celui des rivières, ou ça peut être par le fait de consensus globaux, Catherine. Oui, je pense que, à mon sens, et ça se peut que j'ai tort, mais à mon sens, une chose qui relie les scientifiques, sciences humaines, sciences physiques au sujet de l'environnement, c'est un regard complexe sur les phénomènes. Donc, si on est en biologie, en chimie, en sciences politiques, etc., on est à la recherche de la complexité des phénomènes, comme on vient d'écouter, la diversité non seulement des perspectives et des idéologies, mais aussi d'où sortent ces valeurs-là. Comment ça se fait qu'on arrive avec de telles valeurs, de les remettre en question, de remettre en question les visions peut-être dominantes en biologie et de les refaire, de les revoir, non seulement d'une perspective sociale, mais aussi d'une perspective de sciences physiques. Et il me semble qu'à nos jours, c'est là où on s'accroche un peu en relation vers la prise de décision des politiciens dans la société, etc. Donc, ça revient un peu à l'exemple des rivières, d'où cette complexité, ça ne se communique pas, ça ne se vend pas dans une ère où tout c'est l'austérité. L'austérité, les coupures, etc., manque de réglementation pour libérer l'économie, machin. Et donc, on est dans une ère, et peut-être ce n'est pas un moment nouveau de l'histoire, mais où la complexité des phénomènes n'est pas très, disons, à la mode. Ouais. Oui, ce n'est pas très valorisé. On n'a pas le temps pour ça, on n'a pas l'argent pour ça, on n'a pas les ressources, les moyens. Et donc, le plus simple, le plus vulgarisé, etc., va gagner la partie. Sauf que ça nous mène un peu là où on est. Et donc, par exemple, ce n'est pas vraiment des solutions dites simples, mais si on pense à la transition verte ou numérique qui va nous sauver des changements climatiques, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de mines, de métaux rares, avec des conséquences de contamination beaucoup plus élevées parce qu'il faut sortir beaucoup plus de terre pour arriver à ces petits gouttes ou je ne sais pas trop quoi de minéraux, plein de contamination, de chimie qui s'impliquent. Et là, tous les déchets qui se produisent à travers notre économie dite digitale. Notre économie qui est censée être dématérialisée, mais très matérielle. Et où vont tous ces déchets-là? En général, dans les pays du Sud. Donc, on a toutes ces inégalités, les choses qu'on ne voit pas. Mais ça nous donne une réponse
supposément un enjeu qui est complexe. Ouais. Mais en même temps, j'aimerais vous entendre tous les deux parce que depuis tout à l'heure, on parle justement de la complexité. Or, on a parfois l'impression qu'au nom de la complexité, on travaille un peu en silo. C'est-à-dire que les disciplines manquent de communication. C'est-à-dire que, alors, je comprends très bien qu'on ne veut pas être enfermé dans une même boîte. Je défends la spécificité de la philosophie, même de la philosophie politique par rapport à la théorie politique. Donc, je suis prêt à... Oui. Mais en même temps, par exemple, cette initiative qui consiste à faire dialoguer les scientifiques, bon nombre, en fait, se sont retrouvés à me dire que c'était la première fois, en fait, qu'ils interagissaient avec des gens d'autres disciplines, tout simplement. Donc, visiblement, il y a quelque chose dans cette complexité qui n'est peut-être pas assumée dans l'institution de façon générale. Et j'aimerais vous entendre aussi, mais on pourra regarder ça pour la fin, au sujet de l'enseignement, c'est-à-dire la manière dont on pourrait concevoir un enseignement complexe, si j'ose dire. On a un très mauvais échantillon ici, parce que les trois, on a enseigné. Donc, les trois, nous ne sommes pas représentatifs dans la mesure où nous avons tous enseigné en environnement et développement durable, qui structurellement est un programme d'études interdisciplinaire. Donc, je trouve ça intéressant, à la limite. C'est pas à nous qu'il faut poser la question. Je l'ai posé à d'autres. Moi, je dirais en sociologie des sciences, il y a quelque chose, parce que dans la question, il y avait la suggestion que les institutions, des fois, ne jouaient pas leur rôle, comme je suis un doyen par ailleurs. Non, je voulais dire l'institution, c'est nous, en fait. Non, je voulais parler de la communauté. Les communautés scientifiques, donc là, je parle vraiment de la science, disons, des sciences, fin 19e siècle, 20e siècle, début 21e siècle. Donc, elles sont structurées dans des disciplines inspirées de l'université allemande. D'accord? Donc, il y a une contingence, il y a un hasard, en quelque sorte, dans comment le savoir s'est découpé en certaines disciplines. Là, ensuite, on a commencé à faire de la recherche. On a parlé d'évaluation par les pairs. Là, c'est un horrible résumé de sociologie des sciences, là, mais j'y vais vite. L'évaluation par les pairs, parce que justement, on voulait confronter les idées par des gens qui ont assez de connaissances pour voir si elles tiennent la route. D'accord? Intrinsèque à ça, il y a un certain conservatisme. Donc, il y a une rigueur, d'accord? Et il y a une accumulation de connaissances parce qu'on est capable de structurer les nouvelles connaissances à partir de ce qu'on sait déjà. D'accord? Donc, une accumulation qu'on dirait sédimentaire si on était cynique, mais je dirais plus structurée dans le temps. Mais, inversement, ça encourage la surspécialisation parce que plus on accumule le savoir, plus ça devient difficile de l'examiner. Et donc, on se retrouve dans des sous-communautés scientifiques ou disciplinaires, quelque part de plus en plus homogènes et de plus en plus spécialisées. Et donc, les questions de complexité, en fait, mais on voit que dans l'histoire des sciences, il y a toujours une espèce de, pas de frustration, mais les gens vont à l'autre extrême. Et là, cherchent des contextes vraiment libres, vraiment radicalement déstructurés au point de vue des disciplines. C'est extrêmement fécond, mais c'est très difficile d'accumuler des connaissances. Parce qu'à chaque fois, on est en train de réinventer pas de réinventer la discussion, mais de réétablir les règles de discussion parce qu'on vient, c'est comme la tour de Babel un peu. Donc, c'est excitant, mais il n'y a plus d'accumulation de connaissances. Et sur les sciences de l'environnement, je dirais, ceux qui s'intéressent à l'environnement sont plus confortables en général entre cette tension entre, j'ai envie de dire, la rigueur disciplinaire qui a besoin d'un langage, qui a besoin d'un corpus, qui a besoin de... Et en même temps, de dire, oui, mais attends, on le sait que ce n'est pas toute l'histoire. C'est structurel à la notion d'environnement. Et donc, ceux qui s'intéressent à l'environnement, franchement, puis là, je parle comme philosophe des sciences, là, mais sont plus souvent portés à parler à des gens qui ne sont pas dans leur discipline que dans d'autres secteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, c'est juste structurellement, leur objet le requiert. Et donc, il y a est-ce qu'on le fait assez? Est-ce qu'on le fait bien? Ça, c'est une autre question. Mais les sciences de l'environnement, encore une fois, relativement récentes, comme savoir scientifique structuré,
il y a ce métissage. Je veux dire, les écologues parlaient aux géologues assez rapidement. Ils parlaient ensuite à ceux qui regardaient les poissons. Ils regardaient à ceux qui regardaient les arbres. Parce qu'ils disent, ben oui, mais attends, moi, je ne connais pas les poissons. Connais-tu quelqu'un qui connaît? Je dis, OK, on va lui parler. Puis là, celui qui travaille, parce que je ne suis jamais capable de prononcer ichtologie, ictologie. Mais très, très vite, les interactions complexes entre espèces distinctes et leur contexte non vivant exigeaient de parler à quelqu'un qui ne venait pas de sa discipline. Mm-hmm. Et ça, mais ça va contre, en gros, l'évolution des sciences au cours du 19e et 20e siècle. Là, ça change très vite. Parce que, bon, on parle de la question environnementale, mais en même temps, par définition, il y a l'environnement des sciences en tant que tel. Et puis là, toute la question est de savoir, oui, bien sûr, quand c'est l'objet qui favorise l'interaction, peut-être que ça va davantage de soi, quoique je ne le vois pas toujours aussi clairement. Mais en même temps, on pourrait supposer, en fait, que dans bon nombre de disciplines, en fait, il y aurait avantage à aller dans le sens d'une meilleure interaction. On pourrait parler de la formation, mais je vais d'abord vous entendre sur la pratique scientifique, puis on terminera par la question de la formation des étudiants. Bon, sur la pratique scientifique, je suis un peu d'accord avec toi que c'est pas toujours peut-être qu'est-ce qu'on y souhaiterait. Et je dirais, souvent de la perspective des sciences sociales, je trouve qu'on est appelé à communiquer les résultats des gens en sciences physiques au lieu de participer avec eux sur le développement des connaissances. Et donc ça, je pense qu'il faudra le repenser, retravailler. Donc je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Mais je pense que c'est vrai aussi qu'en environnement, on est plus apte, il y a plus un besoin d'aller au-delà de ses propres frontières. Au sujet de l'enseignement, je trouve que c'est une question extrêmement pertinente. Et je veux juste commencer avec ma propre expérience. Et donc, moi, j'ai fait un bac en génie. Là, j'ai passé à gestion de l'environnement. Et dans ma maîtrise, censée être interdisciplinaire, ce que j'ai trouvé, c'est que les cours de sciences n'étaient pas des cours de sciences. On parlait de la science, on ne faisait pas de la science. Donc, j'ai fait des cours en sciences humaines. Et là, quand j'ai fait mon doctorat en géographie humaine, ce que j'ai vu, c'est qu'on parlait des sciences humaines, mais on ne le faisait pas. C'était très basique aussi. Sur les deux côtés, qu'est-ce qui se passait quand on sortait pour faire de l'interdisciplinaire? C'est que tout devenait très basique. Et donc même, j'ai donné pendant plusieurs années le cours de gestion de l'eau dans le programme Environnement Développement durable. Et je sentais une pression de donner un cours de base. Et moi, je me défendais, je disais, bon, c'est un cours de maîtrise, il faut que ça soit au niveau de maîtrise. Et donc, je dirais que dans nos programmes, il faut que, c'est une expression, mais qu'on demeure, on croit à nos étudiants, on leur fait confiance, qu'ils sont capables, qui veulent apprendre, ils sont là pour apprendre. Et donc, on peut imposer des exigences. On peut dire que oui, le cours semble compliqué et difficile. Ça vous apporte à penser au-delà de vos connaissances de base, de vos bacs, etc. Mais que ça, vous êtes capable, on va le faire ensemble et on peut y réussir. Right? Qu'on défend le droit de la complexité, right? De niveau qui est élevé, de creuser en profondeur, right? Que tout n'est pas donné et facile parce que, bon, on est plus à l'aise avec ça. Right? On ne va pas exclure, je ne sais pas, le chimiste qui maintenant fait un cours en sciences humaines ou le philosophe qui fait un cours plutôt en biologie. Right? Que si on va faire ça, il faut qu'il y ait des attentes et des attentes élevées. Et donc, de cette façon, je pense que les cours en environnement au bac sont peut-être plus porteurs vers cette interdiscipline pour le construire au départ. Hein? Même, genre, j'ai écouté il y a des années, mais David Suzuki parlait de son baccalauréat
à l'époque. Right? Puis vraiment, on faisait de la biologie, mais on faisait de l'histoire, on faisait de littérature. C'est genre un peu l'homme de la Renaissance, je ne sais pas trop quoi. On apprenait un peu de tout. Puis on n'était pas, à prime abord, du bac, isolés dans des cases. Et là, on fait que de la biologie. Et c'était vraiment ça qui m'a... Genre que pour moi, la raison pour laquelle je suis sortie de l'ingénierie, parce que j'avais fait 4 ans avec peut-être un cours à l'extérieur de l'ingénierie, mais je sentais que j'avais pas rien appris, mais que j'avais une éducation qui était très, très étroite. Et je voulais comprendre plus, voir autre chose. Et là, si on avait fait un programme de génie qui était plus intégré, plus interdisciplinaire, j'aurais peut-être resté dans la discipline. Mais là, j'ai travaillé comme une folle pendant 4 ans, puis je trouvais qu'il y avait un monde là où je n'avais pas le droit d'y réfléchir. Oui, bien sûr. Pas le droit d'y aller. Oui. Right? C'était un monde où je ne suis pas même censée de leur respecter ce qu'ils faisaient. Right? Je ne suis pas censée de m'intéresser. Et là, quand je suis rentrée à la maîtrise, qu'est-ce que j'ai appris? Que tout le monde dans l'environnement déteste les ingénieurs. Je n'avais même pas appris ça. Right? Et donc, je dirais, pour revenir à la question pédagogique, que oui, qu'on reconnaît que les gens viennent de leur discipline distincte, avec leur formation et leur connaissance particulière, importante, mais que ça ne nous mène pas à baisser les attentes, les exigences, c'est-à-dire que l'apprentissage. Puis un peu comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, parce que lorsque vous disiez parfois qu'en sciences sociales, on a l'impression qu'on ne fait que traduire un discours plutôt que de participer à un discours scientifique, mais c'est dans la même chose au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer que des étudiants viennent ou des étudiantes viennent de différents horizons, mais qui ne sont pas simplement passifs par rapport à ce qu'ils reçoivent, mais qu'ils co-construisent d'une certaine manière. Et là, en fait, on reconnaîtrait la valeur de chaque... C'est-à-dire, si dans un cours, par exemple, il y avait peut-être au niveau de la maîtrise, mais il y avait la possibilité davantage de dialogue, à partir de ce moment-là, les individus ne sont pas simplement passifs, donc ils ne sont pas effrayés par un discours qui est pas leur. Moi, j'ai été très, très chanceux parce que moi, j'ai eu l'opportunité... C'est une série, encore une fois, de hasard, là, mais là où j'ai fait mon doctorat, il y avait un groupe de lecture aux 2 semaines, puis c'était des biologistes et des philosophes. Et ils lisaient ensemble le même texte. Puis ils avaient bâti ça au cours du temps, assez pour se connaître l'éthique, connaître les intérêts, tout ça. Mais il y avait vraiment à dire, nous, on veut comprendre ensemble cet objet-là, cet article-là. Et des fois, c'était des articles de biologistes, des fois de philosophes, des fois d'autres choses, de linguistes. Et ça s'était construit au cours des années et c'était personne dans la salle qui était là depuis plus qu'une rencontre était surpris de la fécondité de cette discussion-là. Et le monde revenait. C'était le soir, il n'y a pas de crédit. Bon. Moi, j'ai eu la grande chance. Donc, moi, j'ai appris que c'était tout à fait normal que des biologistes trouvent utile quelque chose qu'un philosophe puisse offrir. Et vice-versa. Et vice-versa. Et je le dis parce que pour moi, c'est parmi les très, très grandes fiertés de ma vie de chercheur. C'est un très grand biologiste qui, à un moment donné, j'avais échangé avec lui, puis là, il dit, écoute, je voudrais prouver ta définition. Je dis, ben, tu peux pas la prouver. Mais en fait, c'est qu'il il utilisait ça comme hypothèse de départ. Et donc, moi, j'ai vu que c'est possible, j'ai vu que c'est difficile. J'ai vu que ça prend du temps, mais ça prend aussi de la liberté. Et donc là, ça m'amène, c'est une espèce de regret, pas de regret, mais comme doyen, je le dis, puis j'essaie de le faire, puis quand on fait des réformes de programme, la tentation naturelle, partout, c'est d'ajouter des contraintes et de réduire la liberté. Et donc, parce qu'on se dit, oui, mais là, il faut qu'ils apprennent à l'éthique de la recherche, donc on rajoute l'éthique de la recherche. Oui, mais il faut qu'ils apprennent la programmation, il faut qu'on rajoute la programmation. On rajoute toujours. Puis à chaque fois, c'est légitime, c'est important, mais à chaque fois, on réduit l'espace de liberté. Et moi, je suis obsédé avec ça, puis là, j'essaye là, des fois d'avoir un petit 3 crédits. Peux-tu me donner 3 crédits? Là? OK, mais qu'est-ce qu'il va prendre? Ce qu'il veut. C'est pas grave. Il
il peut prendre un cours de ping-pong, je m'en fous, là. Mais l'espace de... peut-être pas ping-pong. Mais l'espace... Je suis pas pour le ping-pong. L'espace de jeu puis de découverte, d'exploration, et ça dépasse l'environnement. Moi, je suis tout à fait d'accord, Catherine, avec ce que tu disais, que l'environnement, c'est un espace de jeu, d'exploration privilégié. C'est pas le seul, mais c'en est un privilégié. Donc, un cours sur l'environnement montre que le carré de sable va être habité par plein de joueurs différents. Donc, ça montre que c'est possible. Pour moi, il y a vraiment une opportunité, mais ce n'est pas la seule, mais c'en est une très puissante. Mais comme éducateur, j'aimerais ça qu'on soit capable et qui n'ait pas à justifier à qui que ce soit. Ouais. Et donc, un étudiant en physique qui veut prendre un cours de coréen, il devrait pouvoir le faire. Là, ça dépasse l'environnement, mais juste parce que à travers cette passion-là, tu le sais, Christian, là, moi, je suis obsédé avec la menuiserie comme hobby, mais j'ai compris la révolution industrielle par l'évolution des rabots. Vraiment, là. Mais c'est ma passion personnelle. Puis à un moment donné, je lisais des textes là-dessus. Puis à un moment donné, j'ai juste compris pourquoi un artisan irait à l'usine. Parce que... mais je l'ai compris par curiosité, par jeu. Bien sûr. Et ça, je trouve que l'université, on a... Je dirais pas que c'était mieux avant, là, je ne crois pas à l'âge d'or, mais je trouve qu'on fait pas assez pour élargir les espaces de jeu et de liberté des étudiants et pour permettre ensuite que quand c'est pas dans l'espace de jeu, entre guillemets, ben ici, comme là, il dit non, là, on va dans cette direction-là, viens avec nous. Mais c'est pas la seule direction. Il y a d'autres directions, puis ça, va t'amuser. Mais ici, on pousse la connaissance dans cette direction-là, mais on ne suggère jamais que c'est la seule direction ou que c'est la direction privilégiée. Ça m'amène, pour conclure, j'aimerais vous entendre en quelques mots, puisque le temps file, parce que ce qu'on voit, plutôt ce qu'on écoute, à la suite donc de ces entretiens, mais aussi de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est à quel point il y a un enjeu, disons, de culture de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, oui, c'est une science, oui, l'environnement, c'est une pratique pédagogique, oui, l'environnement, c'est, disons, un domaine de la science, mais il y a aussi une certaine sensibilité, je dirais. Et à partir de ce moment-là, on fait, par exemple, pour reprendre le cas de l'étudiant qui voudrait suivre des cours de coréen alors qu'il est en géographie humaine ou en physique, peu importe, ou en philosophie, toute la question, en fait, c'est de, bien sûr, j'imagine que bon nombre de collègues diraient oui, pourquoi pas, mais qui se débrouille. Autrement dit, peut-être qu'il ne réussira pas très bien parce que justement, il n'a pas la formation, etc. Alors qu'on pourrait aussi avoir une attitude différente, c'est-à-dire de voir que, par exemple, certains cours seraient des cours où il vient chercher simplement un certain type de connaissances sans qu'il y ait la même, disons, évaluation. C'est-à-dire autrement dit, il pourrait y avoir des gradations dans l'évaluation ou différentes représentations de qu'est-ce qu'un cursus. Mais derrière ça, ce que ça m'amène, au-delà de cette question précise, c'est notre rapport à la culture. C'est-à-dire que si les départements, tous, vont dans le même sens, c'est bien que ce n'est pas quelque chose qui est propre à une discipline. Et c'est probablement vrai aussi dans les autres universités. Donc, on voit que c'est vraiment un enjeu culturel. Donc, j'aurais peut-être... ça nous permet de voir aussi peut-être aussi le problème de communication de la question environnementale. Donc, comment vous répondez ou comment vous réagissez par rapport à cette notion de culture de l'environnement? De culture de l'environnement et les sciences de l'environnement, disons, oui. Je pense qu'à l'université, je pense que tu as raison qu'il y a une culture peut-être universitaire de chercheurs de disciplines qui domine. Et donc, malgré le fait que... de plusieurs décennies déjà, on parle de l'interdisciplinaire, le besoin de l'interdisciplinarité, une culture dominante des silos, des disciplines continue, perdure. Et je pense en fait que ça a à voir aussi avec la complexité des phénomènes. Et donc, ce besoin de creuser des traditions de longue date. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain, comme on dit. Donc, l'idée des sciences aussi, qu'on construit sur ce qui est déjà bâti, qui peut nous mener dans de pistes bonnes ou mauvaises. Mais je pense que
peut-être aussi, c'est de voir un peu comment ce qui se développe dans d'autres disciplines peut ouvrir des opportunités aussi dans nos propres disciplines. Donc, par exemple, je vais plugger un livre, c'est pas le mien, mais c'est ma directrice de recherche qui a publié un livre il y a quelques années, Karen Bacher, sur les nouvelles technologies de captation de son, infrason, ultrason, qu'on utilise dans les sciences de biologie, de zoologie, genre ordinateur, tout, informatique, mais qui permet, donc son argument essentiel, c'est que ça va faire pour l'environnement ce que le microscope a fait. Right? Donc, dès qu'on peut voir les petits bibites, je ne sais pas trop quoi, les microbes, on a une autre perspective sur l'environnement qui va déclencher, qui va mener à des transformations dans la connaissance, mais aussi des perspectives sociales sur l'environnement, sur les autres êtres, etc. Et là, avec la captation des sons à de différentes fréquences, donc des fréquences que nous, on n'entend pas, ce qu'on a démontré, c'est la communication entre espèces. Et donc, même les tortues auraient des dialectes. Ce n'est pas seulement qu'ils dialoguent entre eux, ils ont des dialectes. Right? Les éléphants, ils communiquent. Ils parlent d'où il y a des abeilles. Right? Les baleines aussi, parlent de différents moyens. Et des communications complexes que là, on peut capter à travers ces nouvelles technologies. Et donc, selon elle, ça va venir révolutionner l'environnement, les connaissances, les sciences. Right? Et donc, ça peut être ça aussi. C'est pas juste que, en tant que géographe et philosophe, on va développer un projet, puis on va à ego mettre nos connaissances ensemble. Sinon, je vais voir que, là, en philosophie, on parle de l'épistémologie de telle et telle manière. Ça me dit, ça vient entrer en géographie, m'aider à repenser des problèmes auxquels on est en train de faire face. Et donc, ça peut être ça aussi, pas qu'il faut tout faire ensemble, mais il faut connaître ce que l'autre fait. Il faut le respecter et faire l'effort de l'intégrer là où on peut, puis on voit l'utilité. Et donc... cette culture, c'est d'abord une culture d'écoute. Bon, on va écouter les... Moi, j'aime beaucoup l'angle culture. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Là, j'essaie de voir comment l'appliquer à d'autres exemples. Parce qu'il y a quelque chose... Comment on structure nos relations comme êtres humains qui interagissent sur une question. Et c'est la culture de l'environnement, il y a quelque chose là que je trouve très intéressant. Moi, je vais l'amener, puis là, je ne veux pas ouvrir 15 000 autres portes là, parce que le temps file, mais je soupçonne que le déluge là, lié à l'intelligence artificielle va cristalliser en quelque sorte deux fonctions de l'enseignement universitaire puis de la recherche universitaire. Puis il y en a une, puis en ce moment, elles sont confuses. On veut des connaissances, une accumulation de connaissances sur une chose, soit à l'échelle collective, développement du savoir, soit à l'échelle individuelle, on veut que tu apprennes ceci. Puis l'autre, c'est beaucoup plus sur, j'ai envie de dire, l'épanouissement humain. Quoique, on ne le dit pas souvent, là. Mais en gros, c'est qu'indépendant de la contribution à la connaissance, indépendamment de... ça enrichit mon existence puis mon rapport à mon travail, à ma vie, à ma société, tout ça. Là, on voit avec je dirais, l'introduction des outils d'intelligence artificielle, au niveau individuel, les étudiants, de plus en plus, ils disent « Oui, mais est-ce que j'ai besoin de l'apprendre ou est-ce que je transforme des symboles utilisant... » Donc, la question de que ça donne, donc, elle devient beaucoup plus concrète. Elle n'est pas nouvelle. Là. Elle s'est posée avec les mathématiques, la calculatrice. Mais là, c'est à une échelle qui est beaucoup plus grande. Selon comment on va réagir à cette question-là, il y en a qui vont être tentés par hyper spécialisation parce qu'ils vont se dire c'est la seule manière que je reste pertinent. Et d'autres qui vont se dire, ben, à la limite, regarde, je suis dépassé, donc tant qu'à faire, je vais m'épanouir. Et là, c'est plus le butinage. Puis et là, de manière très candide,
moi, je suis obsédé, là, je dis, comment on forme des êtres humains incontournables? Mais c'est des êtres humains complexes, nuancés, sensibles, mais c'est pas la même formation. Parce que dans un cas, c'est genre, là, attends, là, si on veut découvrir telle chose, ben non, tu ne vas pas gaspiller X heures dans ton cours de coréen. Parce que c'est un jeu à somme nulle. Mais si on est dans une perspective, regarde, de toute façon, là, comme je suis dépassé par la technologie ou les événements, là, je caricature. Donc, ce que je veux, c'est, oui, je vais peut-être devenir meilleur physicien si j'apprends une autre langue, juste parce que ça va m'aider à comprendre. Puis peut-être qu'il n'y a pas une théorie claire de ce que ça requiert, mais juste l'éducation comme, je ne veux pas dire que ça reste utile, ça reste hyper performant, mais l'approche à la formation devient différente parce que là, c'est le tâtonnement puis l'exploration qui forme et non pas la finalité le nombre directe de bits de connaissances au sens là, informatique. Donc, mais ça, c'est peut-être candide de ma part, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de tâches cognitives qui vont, à tort ou à raison, être déléguées à la technologie, que là, en quelque sorte, la question existentielle, c'est comment j'occupe mon temps, comment je m'assure de rester pertinent. Ben, c'est peut-être en devenant un être humain plutôt qu'une machine à calcul. C'est une approche à la formation qui est différente. Catherine Furlong, Frédéric Bouchard, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci. Merci.